Alors j'invite autour de la table Ludovic Molly, qui est du côté d'Air Nouvelle, Equans, directeur général. Merci à vous. Et Florian Raymond, qui est responsable du programme du booster des ENR chez A4MT. Alors, je vais prendre juste 2-3 minutes pour poser un petit peu le décor, si je peux me permettre ainsi, et puis je vous laisserai toute la parole, bien entendu. Juste pour vous donner un petit peu le cadre, un peu énergie-climat au niveau européen. Pour aller assez vite, je pense que vous les avez en tête, mais il y a de grands jalons qui façonnent les textes au niveau européen. Ces textes européens se déclinent nécessairement en transposition nationale, donc au niveau français. Juste pour que vous ayez les ordres de grandeur, le Green Deal en 2019. Ensuite, Fit for 55 qui est venu resserrer les trajectoires carbone pour les différents secteurs. Ça, c'était en 2022. Et puis, 2023, on sent qu'il y a eu une accélération sur les sujets d'énergie renouvelable. Crise énergétique oblige, entre autres, mais une opportunité aussi d'accélération sur les ENR. On le verra au niveau des chiffres où côté français, on n'y est pas, hein, on n'est pas au compte au niveau des ENR. Mais ayez en tête, si je peux me permettre, deux grandes directives. La première, c'est RED 3, Renewable Energy Directive, qui vient poser voilà, les fondamentaux sur les ENR au niveau européen, jusqu'où on doit pousser les curseurs. Et puis la traduction qu'il peut y avoir sur le PPD, l'Energy Performance of Building Service, pour faire le lien avec le bâtiment, pour faire le lien avec le consommer moins et le consommer mieux. Bref, ces deux directives sont vraiment dimensionnantes. Et puis si je vous bascule sur les quelques chiffres, hein, je ne vais pas vous asséner de chiffres, mais au niveau français, on le voit, donc on s'est donné comme objectif de réduire de 55% les GES par rapport à 90. Le trend à 2022 est à plus de 23%. On est sur une dynamique plutôt positive. On a vu aussi en première conférence avec aussi la décarbonation, que ce soit de l'immobilier, des parcs ou du système électrique. Et puis au niveau ENR, alors on s'est donné pour objectif un 42,5% de part de ENR sur la consommation énergétique totale française. Cette part de ENR, là pour le coup, on n'y est pas du tout, on est à 20%. Et quand je dis qu'on n'y est pas du tout, il y a une distinction entre on va dire le parc résidentiel et le parc tertiaire. Le résidentiel est à 22%, pour vous donner un ordre de grandeur, de part de NR par rapport à son consommation énergétique. Et le tertiaire est à 4-5%. Donc on a beaucoup de choses à produire pour rattraper ce retard-là. Et puis vous l'avez vu passer avec les objectifs net zéro, c'est aussi de venir sortir, on va dire, des énergies fossiles en 2040 au niveau du parc existant. Voilà un petit peu les trois grandes briques que je peux vous donner par rapport au système français. Donc en synthèse, une volonté politique assez forte, hein, on le voit dans les chiffres, hein, et puis de l'autre côté, au niveau du marché, une réponse plus timide. Alors je vais commencer avec une première question peut-être très candide, mais comment est-ce que Florian Raymond vous expliquez cette réponse du marché? Merci Jean-Benoît. Vous m'entendez bien? C'est bon? Ok, super. Alors juste en quelques mots, je me présente, Florian Raymond, je suis responsable du booster des énergies renouvelables et de récupération. C'est une action collective qui fédère un certain nombre d'acteurs de l'immobilier autour d'une thématique pour adresser une cause commune qui embarque les ENR, mais j'y reviendrai juste après mon intervention pour vous le détailler. Peut-être quelques éléments de réponse, Jean-Benoît. Écoute, on voit sur le graphe qui est présenté là qu'on a plutôt un talon d'ENR qui est assez constant depuis plus d'une dizaine d'années. Nos prédécesseurs, notamment Christophe, lors de sa première intervention, évoquaient le fait qu'on stagne depuis 1990. Donc je pense qu'il faut qu'on prenne conscience au-delà des enjeux de décarbonation et au-delà de l'importance et du rôle primordial que vont jouer les ENR dans le futur, qu'on prenne conscience qu'on vit en fait un changement de paradigme. Voilà, on passe d'un monde de l'énergie fossile où finalement on avait une puissance qui coûtait pas cher, on avait une flexibilité au niveau de l'énergie qui nous apportait
des flexibilités de pilotage et une forme d'abondance, ça nous a fait prendre de mauvaises habitudes. Voilà, ça nous a fait prendre des habitudes de surdimensionnement. C'est vrai que voilà, quand vous rentrez dans une chaudière gaz, une différence entre une chaudière d'1 méga ou 1 méga 2, bon, en termes de taille, en termes de puissance, en termes de coût, c'est pas énorme. Et on rentre dans un nouveau monde. On rentre dans le monde des énergies renouvelables. On rentre dans un monde où chaque kilowatt coûte cher. Chaque degré de température peut avoir un impact important sur la performance globale de l'installation. Et donc on rentre dans un monde où finalement on peut avoir des énergies qui sont intermittentes, qui sont très localisées. Et on rentre dans un monde où finalement il faut se dire que le bâtiment connecté à de multiples énergies sera sûrement la norme demain. Donc on en revient au sujet de flexibilité que vous avez évoqué dans la précédente conférence, mais c'est vraiment ça. Donc c'est prendre conscience qu'on vit vraiment un changement de paradigme. On ne peut pas appliquer nos anciens réflexes sur des productions d'énergie renouvelable. Il faut qu'on change la façon de voir la production énergétique dans le bâtiment. Et donc, pour compléter, la mise en œuvre des ENR doit prendre un nouveau virage. Comme on le disait, donc plutôt une production constante. Les ENR dans le bâtiment, ça représente dans le tertiaire entre 4 et 5% de la production globale, si on englobe ou pas la part liée au réseau de chaleur vertueux. Et dans le résidentiel, on est plutôt aux alentours des 20%, mais on a une grosse partie, les 3/4, qui finalement sont liés au chauffe-eau individuel bois, on va les appeler comme ça, aux cheminées, à la biomasse individuelle. Donc ça, c'est le constat qu'on a. Et effectivement, on se le disait avec Ludovic, 2030, c'est demain. Voilà, là, on est déjà en 2024. Donc on a vraiment un nouvel essor à prendre. Et surtout, il faut qu'on arrive à combattre cette quasi-constante des ENR. Donc aujourd'hui, le développement des ENR, ça se traduit principalement sur les bâtiments tertiaires. On va tout de suite penser à mettre du photovoltaïque sur le toit et se raccorder à un réseau de chaleur, ce qui sont des solutions qui sont très vertueuses, mais il existe tout un tas d'autres gisements. Et on y reviendra plus tard, effectivement, sur les aspects solaires, géothermie, biomasse, récupération d'énergie fatale. En fonction des usages et en fonction des typologies de bâtiments, on peut avoir des gisements. Et donc, il faut arriver à finalement connecter le bâtiment à son gisement d'ENR. Et donc la promesse qu'on s'est faite au sein du booster des ENR, c'est de transformer le marché sur 3 années, donc de transformer le marché pour arriver à systématiser le recours aux ENR dans le bâtiment et impacter au maximum en expérimentant, en faisant du test and learn, en réalisant des projets, la démonstration par la preuve, des vrais projets, des projets concrets, et en informant ensuite un très gros travail d'information pour faire remonter les enseignements qu'on aura tirés de l'ensemble de ces projets qu'on aura accompagnés. Donc dans le booster des ENR, on va retrouver une coalition de maîtrise d'ouvrage de l'immobilier qui font partie des pionniers et dont fait partie Arnouvelle qui est avec moi aujourd'hui. Et donc on va essayer de comprendre le pourquoi et on va essayer de vous raconter le comment on généralise les ENR et comment on connecte le bâtiment à son gisement d'ENR. Merci Florian pour ce premier constat. Est-ce que Ludovic, vous partagez ce constat big picture et puis ce besoin que de se rassembler autour du booster? Oui. Est-ce que je suis entendu ou pas? C'est un peu perturbant, on a l'impression de participer à une conférence muette. Et les gens qui sont à côté, c'est encore pire, nous l'étions tout à l'heure. Je me présente rapidement, Ludovic Mouly, moi je suis directeur général d'Air Nouvelle, donc vision maître d'ouvrage, promoteur, qui se veut, l'exercice a été construit pour ça, complémentaire de ce qui vient d'être dit. Oui, par rendez-vous, oui. Et malgré tout, avec une histoire française un peu singulière, si on regarde un petit peu autour de nous, dans notre profession et dans le déploiement le réflexe de déploiement des ENR immobilières en Europe, on a des exemples qui sont plus avancés que nous. Si on regarde sur les questions de géothermie en Suisse ou aux Pays-Bas, le Pays-Bas a développé un savoir-faire propre à sa situation. On est toujours sur des ENR localisées, encore plus quand elles sont immobilières, elles sont vraiment très, très spécialisées. La Suisse avec un réflexe de fondation active et qui dans l'action de conception est très intégrée, ou l'Allemagne qui a une maturité sur le déploiement photovoltaïque
plus avancée que la nôtre. Et là-dedans, la France, effectivement, a une position un peu singulière. J'imagine que ça a été dit dans la journée, mais avec un modèle de grosse production, très centralisé, une énergie qui, pour un usager ou pour un promoteur, finalement, vient de la prise. Et comme elle est réputée décarbonée et peu chère jusqu'à maintenant, ben finalement, on n'est sans doute pas au rendez-vous par cette histoire singulière. Merci pour ces freins, ce constat. Et puis peut-être qu'on peut se permettre de basculer sur votre retour d'expérience extrêmement concret de terrain que vous vivez du côté d'Air Nouvelle. C'est quoi, voilà, comment est-ce que vous, quelle étude de cas vous pourriez nous transmettre et comment est-ce que vous avez vécu cette expérience-là? Alors, oui, je n'aurai pas de slide en support. Ce sera sans slide. Ça sera sans slide, donc soyez bien attentifs. Mais je vais. Mon profil m'amène à vous parler moins en kilowattheure, en effacement, en données techniques que dans le récit. On a été chercher. On vous invite juste à regarder le replay parce que vous aurez cette slide-là dans le replay, donc vous pourrez faire matcher les informations. Vous aurez un replay augmenté. Un replay augmenté, c'est ça. Donc vous nous entendrez 2 fois si tout va bien. Pour l'exercice, on a été chercher un exemple sur lequel on a voulu pouvoir avoir un REX avec une vision d'exploitant. Parce que dans la conception, on a des exemples, nous. Vous êtes sans doute participants à beaucoup de conceptions les uns les autres. Ça marche bien sur le papier. Quand on rentre en exploitation, on a un vrai résultat. Donc on a eu là aussi élargi le champ et on a été regardé chez nos cousins de Bouygues Energy Service sur l'exemple de Challenger. Challenger, c'est le siège de Bouygues Construction, un très grand site, 65 000 m², un propriétaire occupant qui a une vision intégrée, hein, qui est bien conscient d'abord de la valeur d'exemple de son siège, il le fait aussi là-dessus. Et puis qui cherche aussi sa propre performance, hein, qui demande à cette direction immobilière de chercher de la performance à OPEX immobilier. Donc un bâtiment livré dans les années, fin des années 80, une conception du milieu des années 80, et entre 2010 et 2014, un grand volant de travaux de rénovation. Sous un format assez classique, contrat de performance énergétique à Bouygues Energy Service. Donc en termes de solutions déployées, on a 4 types de solutions qui ont été déployées. Alors, si vous avez beaucoup de questions sur les solutions, ensuite je passerai la balle à Florian pour répondre techniquement, mais vu la taille, vous le verrez dans les slides, et la disposition du site, c'est des dispositions à une certaine échelle, avec deux packs, une géothermie sur sonde, une géothermie sur nappe raccordée à une boucle, et 2 dispositifs solaires thermiques pour le RIE, et du solaire photovoltaïque, 21 500 m² tout de même, sur le toit et au sol. Ces multiples solutions de NR, est-ce qu'elles ont une utilité? C'est de servir, on va dire, une contribution ENR forte de Challenger. Est-ce que ça a une utilité aussi d'aller chercher la consommation énergétique la plus faible et autoconsommer une grande partie? Comment est-ce que vous voyez ces mix de solutions? Alors c'est là que c'était intéressant. Le maître d'ouvrage, au départ, le propriétaire, fixe un objectif de réduire de 10 la consommation d'énergie, divisé par 10, oui, la consommation d'énergie primaire, avec toujours ce petit effet démonstrateur recherché. Donc cet assemblage de solutions est installé, on rentre en exploitation, et le premier retour d'exploitation, on divise par 3, ce qui est un peu loin de l'objectif tout de même. Ça pourrait satisfaire parce que techniquement on a l'impression de bien marcher, et finalement on s'aperçoit que
on a une conception simple sur le papier qui fonctionnait bien, une ingénierie qui avait bien travaillé, qui, une fois rentré en exploitation, on a des auxiliaires qui étaient excessivement consommateurs. On a des dispositifs qui fonctionnaient en marche forcée. Donc très tôt, le retour d'exploitation permet de rechallenger cette conception-là, de la faire évoluer. Et à ce moment-là, on divise par 6 finalement. Donc on n'est toujours pas à l'objectif, mais on fait un pas de deux, on double l'objectif. Et ça c'est un Rex assez intéressant. Ce va-et-vient permanent qu'on doit savoir faire avec l'exploitation dès la phase de conception. Ça va sans dire, mais ce n'est pas un réflexe. C'est pas un réflexe. Merci beaucoup. Est-ce que je pense que ça donne un beau portrait de ce que vous avez pu déployer du côté de Challenger. Si j'en fais une sorte de mini-synthèse, je vois que du coup le taux de pénétration des ENR est assez faible, mais il y a de belles références. Comment est-ce que du coup on peut aller plus loin dans le développement des ENR au niveau d'un parc tertiaire et du potentiel de ENR à ce bâtiment? Florian, est-ce que... Alors c'est une question très compliquée. Parce que bon, si on avait la réponse, évidemment, je pense qu'on serait tous friands de la partager, mais je pense que un des enjeux principaux, c'est d'arriver à évaluer le potentiel en énergie renouvelable de chaque bâtiment. Voilà, ce qu'il faut que vous ayez tous en tête, c'est que chaque bâtiment a un potentiel en énergie renouvelable. Par contre, chaque bâtiment a un potentiel qui lui est propre, c'est-à-dire que ça va dépendre des usages, ça va dépendre de la localisation, ça va dépendre de la typologie de bâtiment. Voilà, si je prends un exemple, des bâtiments de logement ou des bâtiments résidentiels ou d'hôtellerie vont avoir un gisement lié à de la récupération potentielle d'énergie fatale sur les eaux usées, puisqu'il y a beaucoup de consommation d'eau chaude sanitaire. Un bâtiment logistique va avoir plutôt une géométrie qui nous laisse à dire qu'il y a un potentiel plutôt sur le solaire. On va avoir des bâtiments qui vont être localisés dans certaines zones et certaines vont être plus favorables que d'autres à une solution géothermie. Donc en fait, finalement, on a tous les bâtiments qui ont une forme de potentiel qui leur est propre. Et peut-être que la plus grosse, je vais dire, brique qu'on pourrait apporter pour massifier le déploiement des énergies renouvelables, c'est d'arriver assez simplement à évaluer le potentiel en ENR de chaque bâtiment, donc en énergie renouvelable de chaque bâtiment. On a imaginé de faire un Nutri-Score de l'ENR. On a imaginé et je crois que l'IFPEB est en train de travailler dessus. Donc Jean-Benoît, je te relaisse la main pour que tu nous présentes ce beau projet de l'ENR Score. L'IFPEB partage ce constat qui est déjà de se dire mais quel est mon gisement d'ENR au droit de ma parcelle, de mon bâtiment, d'ENR local les maîtres d'ouvrage, lorsqu'ils venaient nous voir, nous signifiaient que parfois ils avaient cette connaissance-là un peu plus tardivement dans une opération immobilière et qu'ils aimeraient l'avoir beaucoup plus tôt pour être beaucoup plus force de décision. Alors, dans les potentiels d'énergie renouvelable locale, vous les voyez sous les yeux. On est vraiment à la maille de la parcelle, du bâtiment. On construit cette histoire-là, mais la première question, c'est quel est mon gisement maximal que je peux viser sur cette parcelle, sur ce bâtiment-là, et d'où est-ce que je pars? Il y en a certains qui ont déjà avancé sur ces sujets, qui ont effectivement des couvertures de NR, etc. Et qui veulent quand même savoir jusqu'où ils peuvent aller. Et il y en a d'autres qui partent de zéro et qui aimeraient bien avoir cette info assez rapidement. Et c'est un petit peu l'objectif de cette ENR Score, qui est donc porté effectivement par l'IFPEB, qui est de venir estimer le gisement maximal des ENR sur cette parcelle. Ce pourcentage d'ENR dite locale, vraiment locale, avec, donc ça c'est ce que vous voyez sur la partie haute, avec des ordres de grandeur qui peuvent aller 10, 20, 30, 50, un peu plus, 60%. On parle bien d'énergie locale, autoconsommée, autoproduite sur le site, sur le bâtiment. Et puis ce que vous avez, alors j'ai pas mon curseur là qui fonctionne, mais les petits codes couleurs, c'est parce que les acteurs de l'immobilier se posaient la question de à quel point choisir une ENR pouvait être faisable, facile, et donc c'est une sorte de classe de faisabilité d'accès à cette ENR. Et donc cette ENR Score permet de comparer assez facilement sur les différentes solutions d'ENR, leur faisabilité réglementaire. Forcément, lorsqu'on parle d'un bâtiment haussmannien en périmètre ABF, limite monument historique,
on ne va pas pouvoir avoir le même gisement de NR, on ne va pas pouvoir le couvrir de PV comme d'autres bâtiments. Bref, donc ce critère réglementaire était important. Le deuxième, c'est des critères techniques. Hein. D'où est-ce que je pars aussi au niveau de la production? Est-ce que j'ai une production de chauffage centralisée, individualisée? Comment est-ce que je vais mettre en œuvre les différents types de NR en fonction de mon système de production existant ou les émetteurs en fonction de leur niveau de température? Bref, c'est une brique plutôt technique. Et puis une troisième qui est sur les impacts environnementaux. Alors, il y en a beaucoup. On a commencé à se lister les principaux. On parle, on va dire, d'îlots de chaleur urbains. On en entend beaucoup parler et de plus en plus. On ne peut plus laisser ce point-là de côté. Ou même au niveau acoustique. Toutes les ENR ne se valent pas au niveau acoustique. Bref, trois grandes catégories de critères. Je vais faire vite parce que c'est moi qui parle beaucoup en fait. On le co-construit IFPEB avec l'OID, de par ce partenariat, leur connaissance aussi des acteurs de l'immobilier, de par ce qu'ils ont pu déployer sur des plateformes que vous avez sans doute en tête du côté Batadapt. Et puis avec d'autres partenaires institutionnels, CEREMA, ADEME, qui arrivent. Peut-être juste pour compléter, c'est vraiment un outil qui est à destination des décideurs. Donc, ce qu'on s'est donné comme promesse, c'est plutôt d'avoir un outil très simple en répondant à quelques questions qui ne nécessitent pas d'avoir une expertise technique. Ce n'est pas un outil de faisabilité. C'est vraiment un outil qui vous permet de voir quel est le potentiel sur votre bâtiment. Les typologies de questions, par exemple, ça va être quelle est la surface de toiture, est-ce qu'elle est encombrée, pas encombrée. Enfin voilà, on est à ce niveau-là de questions. C'est pas un outil de faisabilité technique. Tout à fait. Et on le met du coup à disposition du booster des ENR parce que vous allez le tester avec les maîtres d'orage. Mais les règles du jeu sont ouvertes, elles sont clairement disponibles à toutes. On est en train de les affiner, de les construire. Mais voilà, on souhaite que vous puissiez suivre que ce soit cet ENR score ou la dynamique qui est autour du booster des ENR. Est-ce que du coup ça me permet de vous rendre un petit peu la main et puis Ludovic, du côté d'Air Nouvelle, si on veut systématiser un petit peu l'intégration des ENR, quel frein, quelle approche on doit vraiment prioriser en step 1, en merit order numéro 1? On rejoint le booster. En contribuant, en étant un contributeur zélé du booster. Et cet outil-là est un très bon exemple parce que les décideurs dont tu parles, ce que je disais tout à l'heure, ne sont pas forcément... Un promoteur en France, c'est un juriste ou un financier ou entre les deux. Dans nos équipes, on peut trouver des archis, des urbanistes ou des monteurs d'affaires, des ingénieurs, très peu, ce qui singularise par ailleurs en nouvelle un petit peu. Et donc des outils comme ça, très lisibles, très vite. Nous, on l'a mis dans notre boussole à les objectifs 40%, donc je vois qu'on est dans le vert minimum de tous des ENR immobilières dans tous les projets. Ça, c'est parce que un des premiers freins, pour répondre concrètement à la question, c'est le manque de connaissance du potentiel. On ne sait pas qu'il y a un potentiel de déploiement des ENR dans l'immobilier. Ce n'est pas quelque chose dont nous nous sommes saisis. On est beaucoup plus mobilisés, on a toujours été mobilisés sur la performance thermique, ça, mais c'est celle dont l'électricité vient de la prise. Hein. On est aujourd'hui très mobilisé sur la décarbonation par levier matériaux. Au travers de la REMM, le potentiel ENR immobilière, c'est quelque chose donc un outil comme ça lève un premier frein. S'ajoute à ça un manque d'appréhension, une connaissance aussi assez plus faible que sur d'autres systèmes, comme les systèmes constructifs, une connaissance des solutions. C'est quelque chose, les low-tech, ça vient après, quoi, hein. Quand on est maître d'ouvrage, on ne s'occupe pas de ça au départ. Donc là aussi, le booster, en lançant des cartographies, des solutions qui sont matures, en lançant des AMI sur les innovations pour avoir des catalogues de solutions robustes, matures et innovantes, ça existe. Ça, c'est des choses qui sont de nature à faire lever les freins. Puis je finis par là où j'avais commencé. Un promoteur, et il a essentiellement l'œil sur ses contrats, ses bilans. Hein, s'il est un peu paresseux, disons que ça fait partie de ces aides à la décision précieuse. Et quand les choses sont appréhendées comme générant des surcoûts et étant complexes, en mise en œuvre administrative, juridique, mode de subventionnement, etc., je vous passe tout le détail. Et qu'en plus, on n'est pas très à l'aise pour le vendre.
à notre investisseur ou l'acquéreur, que ce n'est pas quelque chose qui porte une survaleur naturellement. C'est un peu des freins. Ça, je pense que la crise, admettons qu'elle puisse être, qu'elle soit un accélérateur de tendance, on l'entendait tout à l'heure sur les sujets télétravail, etc. Il faut faire le vœu que cette crise immobilière-là, qui est profonde, elle nous permette vraiment de changer de paradigme et d'être un accélérateur de ce point de vue-là dans l'intégration des ENR immobilières, parce que c'est un levier puissant, et y compris économique, dans l'usage pour nos acquéreurs. Et dans un monde où, pour le coup, le prix de l'énergie sera sans doute dans les années à venir plus dynamique que celui de l'immobilier, qui ne sera pas comparable à ces 15 dernières années, ça nous rendait un peu paresseux. Là, ça va nous inciter à trouver des nouveaux leviers. Et ça aussi, c'est sans doute de nature à lever les freins. Pareil, sur les modes juridiques, sur les surcoûts, la simplicité des solutions, votre rôle et ces actions collectives autour du booster, elles vont être clés pour mobiliser les institutionnels, les maîtres d'ouvrage, pas que les experts. Les experts, vous savez tous très bien la puissance de déploiement que ça peut avoir. Ben, nous, on n'en a pas toujours conscience. Et ça, c'est un vrai frein au départ. Merci pour cette conclusion, Ludovic, et ce message très enthousiasmant. Florian, un autre mot Ouais, alors peut-être pour finir, déjà je remercie Ludovic d'avoir mis en brique numéro 1 comme levier de rejoindre le booster. Donc j'encourage, s'il y a des promoteurs dans la salle ou des foncières ou des décideurs, de venir nous rejoindre et de venir collectivement avec nous tenter de relever le défi d'industrialiser, de systématiser les ENR dans le bâtiment, parce que, comme le disait Ludovic, je pense qu'on a largement de quoi faire, et il s'agit, je pense, beaucoup de vulgarisation et de pédagogie et de transformation plus que d'enjeux techniques purs ou juridiques d'ailleurs. Et je terminerai par le clin d'œil que m'a fait Ludovic. Donc effectivement, on est en train de rédiger un cahier d'inspiration qui sera à destination des promoteurs et des foncières. L'enjeu de ce cahier d'inspiration, comme son nom l'indique, c'est d'inspirer nos décideurs, finalement, en fonction des différents usages, en fonction des différentes typologies de bâtiments, que ce soit des logements, des bureaux, du commerce, de leur donner des exemples de solutions matures, concrètes, qui ont déjà été réalisées, mais aussi des innovations qui pourraient être intéressantes de suivre. Et donc on a lancé un appel à innovation. Donc j'encourage l'ensemble des faiseurs, des industriels qui ont des solutions qui jugent pertinentes, de répondre à cet appel en bas. Je me ferai un plaisir de les intégrer dans le cahier d'inspiration. Je vous remercie et on est à votre disposition si vous avez des questions. Merci, je crois qu'il nous laisse 2-3 minutes pour avoir une question. Est-ce que même concept que pour la conférence numéro 2 ? Celui ou celle qui a une question, je vous invite avec nous. Ah oui, à vous présenter également. Et puis, comme ça, tout le monde pourra vous entendre. Bonjour, Bertrand Fétiveau, consultant. Oui, une petite question. Votre Challenger, c'était une véritable épave thermique, si j'ai bien compris. Or, c'était théoriquement un exemple et un showroom dans les années 80. Enfin, j'ai pas très bien compris. Et puis, votre découpe sur le NR Score dans une ville, est-ce que c'est pas plutôt l'îlot ? J'imagine bien que dans un îlot, il y a plusieurs propriétaires et que c'est peut-être la difficulté. Parce que là, si vous avez un bâtiment, souvent, il n'y a qu'un seul propriétaire. Et donc là, vous pouvez effectivement agir. Mais dans quelle mesure vous ne vous restreignez pas une certaine synergie par rapport au territoire qui pourrait être un petit peu plus agrandi ? Oui, merci. C'est une conception des années 80. Avec donc, on était RT 74 ou 80. Entre la RT 74-80 et la RT 2012, on fait x20. Oui, mais... Il y avait le club de Rome 72. Oui. Non, mais si vous voulez me faire dire qu'on avait une conscience dans les constructeurs écologiques moins aboutis dans les années, au milieu des années 80 qu'aujourd'hui, oui, je partage. Pour autant, aujourd'hui, l'effort qui a été fait, l'investissement, ça ne s'est pas vu dans les slides, mais c'est 150 millions. Donc c'est un propriétaire qui a décidé de mettre 150 millions de travaux de réhabilitation et d'intégration de NR dans un bâtiment. Et pour le coup, un bâtiment dont la qualité de construction lui permet une deuxième vie avec des performances au rendez-vous. Mais oui, là,
qualité, la conception dans les années 80 jusqu'à peu n'avait pas les mêmes attentions. Et aujourd'hui, pour être co-maître d'ouvrage dans la plupart des cas, c'est pour ça que l'appel qui était dit tout à l'heure, vendez vos solutions pas qu'aux BET et pas qu'aux techniciens, vendez-les ou présentez-les avec des outils de vulgarisation accessibles à des maîtres d'ouvrage, qu'on sache dès la conception dire la compacité, c'est clé. C'est pas naturel. On a aujourd'hui encore des effets de conception architecturaux qui sont indépassables quand on arrive au sujet intégration de low-tech et de NR immobilière. Donc oui, on a beaucoup évolué. Ouais, sur Challenger, juste pour donner 2 chiffres, la consommation initiale c'était 300 kWh par mètre carré. Donc on l'a divisé par 10, on est passé, enfin vous êtes passé, pardon, parce que j'étais pas intégré dans le projet, mais j'ai bien retenu les chiffres. On est passé à 30 kWh par mètre carré, ce qui est du coup pour le coup là relativement performant. Et en plus des travaux effectivement de production de NR, il y a eu tout un travail qui a été fait sur la sobriété et donc sur la rénovation globale des façades, etc. Donc il y a eu d'abord un enjeu qui paraît être juste du bon sens, mais de d'abord réduire les besoins du bâtiment et ensuite réfléchir à comment on fait pour avoir des solutions ENR pour répondre à ces besoins. Et force était de constater qu'il n'y avait pas de solution magique et donc il a fallu faire du multi-énergie, donc du photovoltaïque, de la géothermie, etc. Donc voilà pour les quelques chiffres sur Challenger. Et Jean-Benoît, je te laisse concernant le peut-être NR Score, du coup, répondre merci sur pour le la NR Score. question. Alors oui, quand on parle de parcelles, on n'est pas à la parcelle cadastrale, mais à l'îlot de parcelles que compose l'îlot immobilier au sens d'un dépôt de PC. On n'est pas stricto sensu sur le numéro de la parcelle cadastrale, mais bien les parcelles qui composent le projet immobilier. Ça, c'est la première réponse. Et ensuite, au niveau des territoires, alors je ne vous l'ai pas dit, mais l'Europe nous invite à non seulement très fortement réduire la consommation énergétique du site, mais à ce que toutes les ENR puissent réduire cette même consommation énergétique, à dimensionner les installations pour aller au plus bas de la conso énergétique, d'aller chercher les pougnèmes de kilowattheures par mètre carré. On entend 30 kilowattheures par mètre carré par an. C'est une sacrée performance et il faut que les ENR puissent contribuer à cette performance-là intrinsèque, ce plancher un peu technique jusqu'où on pourra aller. Et donc on est bien à la maille du coup de cette parcelle de l'îlot. Alors on entend les communautés énergétiques locales, on entend cette dynamique-là qui peut être source d'opportunités au niveau des ENR. On pourra l'embarquer notamment dans des sous-indicateurs. On est encore en train de définir ces différentes règles du jeu jusqu'où on pousse. Mais il faut retenir que l'NR Score en tant que tel, c'est au droit de cette parcelle, c'est à la maille de cette parcelle. Et ces indicateurs de second rang qui ont une utilité complémentaire seront intégrés avec les îlots, les communautés énergétiques locales, entre autres, etc. C'est les dernières règles du jeu qu'on doit consolider tous ensemble avec les acteurs. Je crois que ça clôture un petit peu ce cycle de conférence, de sortir du fossile. Merci à vous. Hein. Je vois que nombreux d'entre vous sont restés jusqu'à la fin sur ces 2 heures. Merci à vos interventions. Et puis à bientôt, j'espère, sur nos différents programmes.